Bonjour, je suis Narina. Il y a 5 ans, mes parents m'ont assise, m'ont dit qu'ils ne reconnaissaient plus la personne que j'étais devenue et m'ont dit de partir. Ils ont cru chaque mensonge que mon frère et ma sœur ont inventé à mon sujet sans poser une seule question. Cette nuit-là, je suis partie enceinte, sans argent, sans domicile et sans personne. Ils ne savaient pas que je portais des jumeaux, les enfants d'un homme dont ils disaient qu'il ne resterait jamais. Mais il est resté. Maintenant, ils ont tout perdu, et je suis la seule qui ait quelque chose à offrir. Avant de commencer, dites-moi, d'où m'écoutez-vous, et quelle heure est-il en ce moment? Laissez-le dans les commentaires. Celle-ci touche profondément. Cela a commencé un dimanche, une de ces chaudes journées de printemps sèches à Phoenix, lorsque les jacarandas peignent les trottoirs en lavande. Je me souviens d'avoir brossé les pétales errants du pare-brise de ma voiture avant d'entrer dans la maison de mes parents. J'avais l'impression d'entrer dans un piège que je ne savais pas tendu. Mon père avait convoqué la réunion, juste un message décontracté et dîner de famille ce soir, soyez là à 17 h, rien d'extraordinaire. J'ai pensé que cela avait peut-être un rapport avec mes candidatures aux études supérieures, le nouvel emploi d'Aimé ou les préparatifs du mariage de Zineya. Mais quand je suis entré, il n'y avait pas de nourriture sur la table, pas d'odeur de ziti au four de maman ou de sa vinaigrette César du commerce, juste le silence et 3 personnes déjà assises sur le canapé comme si elles attendaient. Papa ne m'a pas serré dans ses bras. Il ne s'est même pas levé. Tu es en retard, a-t-il dit. La circulation. Il 17, ai-je proposé, toujours à moitié souriante, scrutant la pièce à la recherche d'un indice. Maman fixait ses mains jointes. Aimé était assis, l'air suffisant, comme s'il venait de réussir un examen pour lequel il n'avait pas étudié. Zineya a détourné le regard, mais il y avait quelque chose de répété dans l'inclinaison de sa mâchoire, comme si elle avait répété ce moment devant un miroir. Narina, a dit papa, nous devons parler, et nous avons besoin que tu t'assoies. C'est là que j'ai su que quelque chose n'allait pas. Je me suis assise, le dos raide, sur le fauteuil le plus proche de la fenêtre. La lumière derrière moi rendait leur visage encore plus difficile à lire. Tu as pris de l'argent, a dit Aimé, sans préambule, du compte de retraite de maman et papa. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a fait glisser un relevé imprimé sur la table basse, une section surlignée encerclée en orange. Un retrait que je n'ai pas. J'ai commencé, mais papa a levé la main. Zineya est intervenue comme si elle ne pouvait plus attendre. Et elle voit ce type marié, tu sais, celui qui travaille à l'hôpital Banet? Elle a essayé de coucher avec mon fiancé aussi. Il m'a tout raconté. Je ne pouvais plus respirer. Mes mains serraient le tissu de mon jean. Êtes-vous sérieux en ce moment? Je l'ai regardé, je les ai tous regardés. Vous pensez que je toucherai à votre fiancé ou que je volerai nos parents? Ne mens pas, Narina, a dit maman doucement, les yeux toujours baissés. Tu as changé. Nous ne reconnaissons plus la personne que tu es devenue. Personne ne m'a rien demandé, ai-je dit, plus fort que je ne le voulais. Vous êtes juste assis là, à lancer des accusations comme si c'était des faits. Assez, a dit papa. Nous avons eu une longue discussion. Nous avons pris une décision. Puis vint la phrase qui a fissuré le sol sous mes pieds. Nous te retirons du fonds familial, et nous pensons qu'il vaut mieux que tu partes ce soir. Partir ce soir? J'ai regardé autour de moi, les murs avec nos photos de famille, l'endroit où j'avais l'habitude de me blottir et de lire près de la cheminée. Je ne me sentais plus chez moi. J'avais l'impression d'être une étrangère qu'ils avaient hâte d'oublier. Tu as 1 heure, a dit Aimé. 1 heure, ai-je murmuré. Nous avons déjà préparé un sac, a ajouté Zineya. Il est dans le couloir. Je me suis levé, avec l'impression de flotter hors de mon corps. Je suis passé devant eux, devant ma mère qui ne m'a pas regardé, devant Aimé et Zineya qui souriaient comme si c'était une performance bien exécutée. En sortant, j'ai aperçu papa près de la poubelle dans le garage. Il jetait quelque chose, mon ancien album photo de famille. Sérieusement, ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Je me suis dit que tu n'en aurais pas besoin là où tu vas. Je n'ai pas pleuré, pas à ce moment-là. Mes jambes m'ont porté jusqu'à la voiture. J'ai conduit sans but, les doigts tremblants sur le volant. J'ai fini dans un motel près de Van Buren Road, un de ces endroits où les rideaux ne se ferment pas complètement et où le climatiseur bourdonne comme s'il essayait de s'échapper du mur. Je me suis assise au bord du lit pendant un long moment. Pas de larmes, juste du silence. Puis, je l'ai senti,
au fond de mon ventre, une traction. Pas vraiment de la douleur, mais un poids que je n'avais pas remarqué auparavant. J'avais manqué mes règles. Je me suis levé, j'ai pris mon sac à main et j'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'à une station-service. J'ai acheté le test. De retour dans la chambre, sous la lumière jaune de la salle de bain, j'ai regardé les lignes apparaître. 2. Positif. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé le miroir, mon reflet. Tu n'es pas seul, ai-je dit à voix haute. Et puis, presque sans réfléchir, j'ai murmuré à la petite vie en moi, tu étais la seule vérité qu'il ne pouvait pas effacer. La chambre du motel sentait l'eau de Javel et la vieille moquette. Dehors, le néon vacancier bourdonnait faiblement. J'étais assise à la petite table près de la fenêtre, la boîte du test de grossesse encore ouverte à côté de moi. Le miroir était de l'autre côté de la pièce, mais je n'avais pas besoin de regarder à nouveau. La vérité pulsait déjà en moi comme un deuxième battement de cœur. J'ai ouvert la poche latérale de mon sac de sport et j'en ai sorti quelque chose que je n'avais pas touché depuis des années, mon journal intime. Couverture en cuir noir, effiloché sur les bords, page pliée d'avoir été caché si longtemps. Il avait survécu aux chambres de dortoir, au voyage en voiture, à une petite inondation, et maintenant à cet exil. C'est drôle, je ne leur ai jamais fait savoir qu'il existait. J'ai ouvert une page au hasard, puis une autre. Mon écriture était plus petite à l'époque, plus pleine d'espoir, moins réservée. J'ai parcouru quelques entrées sur le travail en laboratoire, les quarts de travail de barista, les textos avec Canden, à l'époque où nous étions encore au stade du flirt mais en faisant semblant d'être juste amis. Puis, j'ai vu la date qui a frappé comme un bleu, 12 mars, première année. Aimé m'a demandé d'expliquer le segment d'épissage de gènes de notre projet de fin d'études. Il a continué à hocher la tête comme s'il était vraiment intéressé. Il s'avère qu'il a juste répété toute ma section pendant la présentation de l'équipe. Il n'a même pas changé la formulation. Le professeur a envoyé un courriel au groupe par la suite et a dit qu'Aimé avait fait preuve des initiatives de leadership. Papa l'a imprimé et l'a encadré. J'ai claqué le livre. Pendant une seconde, ce souvenir brûlait encore. Je me suis souvenu de la façon dont maman l'avait applaudi dans le salon. Ton frère se décide enfin à prendre les choses en main, avait-elle dit. Je suis resté là, sans voix, pendant qu'ils s'imprégnaient de leur fierté avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. J'ai rouvert le journal, j'ai tourné d'autres pages. Zinaya, elle était là aussi. Toujours immaculée, toujours au centre de la scène. Mais ce n'était pas sa lumière qui la rendait cruelle, c'était la façon dont elle la gardait. Une autre entrée, grand-mère m'a laissé porter son vieux bracelet de perles aujourd'hui. Zinaya l'a vu et a dit, ça devrait être à moi. Grand-mère ne te l'a donné que parce qu'elle se sentait mal que tu ne sois pas assez jolie pour le concours. J'ai fait semblant de ne pas l'entendre, mais elle s'est assurée que tout le monde l'entende. J'ai ravalé la douleur. Ce bracelet n'était même pas la moitié de l'histoire. Ce que Zinaya ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que grand-mère m'avait secrètement légué son alliance, une petite bague en or avec un saphir au centre. Je la gardais cachée dans un livre creux. C'était la seule chose que j'avais de quelqu'un qui me voyait. Elle me voyait. Une semaine après la mort de grand-mère, Zinaya se tenait dans le jardin pendant un brunch familial et a annoncé qu'elle allait utiliser la bague de grand-mère comme quelque chose de vieux pour le mariage. Personne ne l'a corrigée. Je suis restée silencieuse. Je n'étais pas courageuse à l'époque, pas encore. Et son mariage. Mon Dieu, ils m'ont laissé venir, m'ont donné une place au 4e rang, près des haut-parleurs. Quand le moment des discours est arrivé, je me suis approché du micro, et il s'est coupé. Zinaya a fait un geste de la main en riant. Pépin technique, a-t-elle dit, puis s'est tournée vers la foule et a lancé son propre toast. Le micro a très bien fonctionné pour elle. De retour dans la chambre du motel, j'ai regardé autour de moi comme si les murs pouvaient m'offrir du réconfort. Ce n'était pas le cas. J'ai jeté un coup d'œil au test, toujours positif, comme si la ligne s'était approfondie pendant la nuit. J'ai relu les instructions, comme si je les avais mal interprétées. Ce n'était pas le cas. Le poids de la vérité me pesait. Pas seulement le bébé, mais la prise de conscience que je n'avais jamais vraiment fait partie d'eux, pas à leurs yeux. J'étais toléré, jamais chéri. Mon téléphone a vibré sur la table. Un numéro non enregistré. J'ai failli ne pas répondre. L'aperçu du texte disait « Je viens à Tucson. Si c'est vrai,
tu n'es pas seul. Canden. Je ne lui avais même pas dit, pas encore. Mais d'une manière ou d'une autre, il le savait. Ou peut-être l'avait-il toujours senti. Et pour la première fois depuis que j'avais été mise à la porte, quelque chose en moi a cessé de trembler. L'homme qui me regardait encore avec gentillesse. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là après avoir lu le message de Canden, à fixer l'écran comme s'il pouvait changer. La chambre du motel semblait trop petite pour le changement qui se produisait dans ma poitrine. La fenêtre était entr'ouverte de quelques centimètres, laissant entrer l'air sec de l'Arizona et le bourdonnement lointain de la circulation. Le silence autour de moi était épais, mais je n'étais plus tout à fait seul. On a frappé à la porte. Ce n'était pas fort, juste un rythme régulier et familier. J'ai figé, mon téléphone toujours à la main. Puis j'ai traversé la pièce et j'ai ouvert la porte. Il avait le même air, mais aussi l'air d'avoir traversé quelque chose lui aussi. Canden se tenait là, vêtu d'une chemise grise, les manches retroussées juste assez pour montrer les légères marques de bronzage sur ses bras. Ses yeux ont rencontré les miens doucement, ne cherchant ni explication ni performance, juste une présence. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. Je n'ai pas trouvé les mots, pas au début. Alors j'ai reculé et il est entré. Nous ne nous sommes pas embrassés, nous n'avons pas pleuré. Il n'y avait pas ce genre de drame. Il s'est juste assis sur la chaise près de la fenêtre pendant que je me perchais sur le bord du lit comme si j'étais en visite chez un étranger. Le silence s'est étiré entre nous, pas gênant, mais lourd de tout ce qui n'était pas dit. Finalement, j'ai murmuré, je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il a jeté un coup d'œil à la petite table près du lit où le test de grossesse se trouvait encore à côté d'une bouteille d'eau vide. Il n'a pas montré du doigt, n'a pas posé de questions, a juste dit, tu veux sortir d'ici un peu. J'ai hoché la tête. Nous avons roulé dans son camion, un vieux Ford, le genre qui vibre juste assez pour que la conversation soit facile à remettre à plus tard. Il s'est garé devant un petit restaurant avec des banquettes en vinyle craquelées et des fenêtres qui n'avaient pas été correctement lavées depuis des années. Le genre d'endroit où personne ne se soucie de qui vous êtes tant que vous payez en espèces et que vous donnez un pourboire à peu près correct. Nous nous sommes assis dans une banquette près de la fenêtre. Canden a commandé du café pour nous deux, noir. La serveuse ne s'est pas encombrée d'un menu. Aucun de nous n'était là pour manger. Il m'a regardé une fois le café arrivé et a dit, tu ne me dois rien. Je suis enceinte, ai-je dit. Je n'y suis même pas allé en douceur. Il n'a pas cligné des yeux. Il n'a pas bronché. Il a juste attrapé une serviette en papier, a pris un stylo dans la poche de sa veste, a griffonné quelque chose, puis l'a fait glisser sur la table. Un mot, ensemble. Je l'ai regardé comme si c'était une langue que je n'avais pas vue depuis des années. Je ne veux pas fuir, a-t-il dit. Pas ça. Pas toi. J'ai ri, un court souffle qui n'était pas vraiment de l'humour. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Peut-être pas, mais je sais ce que j'ai laissé derrière moi. Il m'a alors parlé de sa famille, une vieille fortune du Nord-Est, des vignobles et des brevets de biotechnologie, et des attentes plus épaisses que le sang. Il voulait qu'il épouse la bonne fille, qu'il investisse dans les bons projets, qu'il dise les bonnes choses au bon gars-là. Il avait tout laissé tomber. Tu ne le sais pas, a-t-il dit, mais j'ai vu la façon dont ton frère t'a interrompu pendant cette présentation à l'université. J'ai vu le diaporama que tu as fait. Je savais à qui appartenait ce travail. Mes doigts se sont serrés autour de la tasse de café. Je ne pensais pas que quelqu'un avait remarqué. Aimé s'était pavané sur cette scène comme s'il avait construit tout le concept. Mon nom n'était même pas dans les notes de bas de page. Il s'est attribué le mérite parce qu'il savait qu'il le croirait plus que toi, a dit Canden. J'ai regardé par la fenêtre. Un adolescent en sweat à capuche a traversé le parking, un skateboard dans une main, des écouteurs autour du cou. Le monde continuait de tourner, la vie continuait de bouger, même après que tout se soit effondré. Zineya disait aux gens que j'étais la bizarre, ai-je dit, presque en souriant. Elle disait que j'étais la préférée de grand-mère parce que j'aimais les livres plus que les fêtes. Elle était jalouse de ta proximité avec elle, a-t-il dit. Elle était jalouse que tu n'aies pas besoin de son approbation pour respirer. Il a hoché la tête. Nous avons parlé pendant près d'une heure, sans interruption, sans représentation, juste la vérité dite simplement entre deux gorgées de mauvais café. Je lui ai parlé du fonds fiduciaire qui était en train d'être réécrit, des accusations, de l'heure qu'on m'avait donnée pour partir, et de l'album photo qui avait atterri à la poubelle.
Je lui ai parlé du motel, des nausées, du miroir et de la bandelette de test qui confirmait quelque chose de terrifiant et de sacré à la fois. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais pas. J'avais pleuré tout ce que j'avais à pleurer. Avant même que j'appelle la réception pour des serviettes supplémentaires. Quand nous avons quitté le restaurant, le soleil avait commencé sa lente descente vers l'ouest. L'air s'était refroidi, mais le trottoir rayonnait encore de chaleur. Nous avons longé le bord du parking, où le trottoir cédait la place aux broussailles du désert, aux cactus hauts et stoïques comme des témoins silencieux. Il n'a pas précipité le silence. Il l'a laissé s'étirer. Puis, il m'a pris la main. Je ne te demande pas de leur pardonner, a-t-il dit, mais j'aimerais t'aider à construire quelque chose de mieux. Je n'ai pas répondu, mais je ne me suis pas non plus retiré. J'ai regardé mon ventre, puis le ciel, ouvert et infini. Le lendemain matin, je me suis assise lentement sur le canapé-lit, la lumière du soleil glissant à travers les stores de l'appartement de Camden. Ce n'était pas un endroit luxueux, 2 pièces, des murs nus, une cafetière qui grondait plus fort qu'elle ne faisait du café. Mais c'était le premier endroit depuis des semaines où je me réveillais sans sursauter. Pas de cris, pas de regard furieux, pas de mur qui se referme. J'ai balancé mes jambes par-dessus bord et je suis resté assise pendant 1 minute, laissant mes mains reposer sur le doux gonflement de mon ventre, encore petit, encore caché au monde, mais pas à moi. Sur le petit comptoir de la cuisine de Camden, il y avait un mot, je suis allé chercher plus de café. Ne pars pas sans prendre de petit déjeuner. J'ai souri, à peine, puis j'ai allumé mon téléphone. Des dizaines de notifications non lues clignotaient sur des applications que j'aurais dû supprimer il y a des semaines. L'Instagram de ma sœur, une autre fête, un autre faux sourire. Mon frère se taguant chez nos parents avec la légende, le dimanche, c'est pour la famille. Je n'avais même pas réalisé que c'était dimanche. J'ai ouvert mes contacts. Mon pouce a hésité un instant de trop avant d'appuyer sur supprimer le contact. Êtes-vous sûr? Oui. Je les ai tous supprimés, un par un. Aimé. Maman. Papa. Même ceux qui disaient juste maison. Je ne voulais pas de rappel d'un endroit qui m'avait jeté dehors comme des restes pourris. J'ai arrêté de consulter leurs réseaux sociaux. Je me suis déconnecté. Pas par dépit, par instinct de conservation. Je ne les effaçais pas pour blesser qui que ce soit. Je les effaçais pour pouvoir enfin me voir clairement à nouveau. Cet après-midi-là, j'ai appelé une clinique pour femmes sous un nom différent, Elena Mason. Ce n'était pas le premier nom auquel j'avais pensé, mais il est venu facilement. Elena ressemblait à quelqu'un que personne ne chercherait, quelqu'un que personne n'avait effacé. J'ai payé en espèces, je me suis assise dans la salle d'attente entre une adolescente qui mâchait sa manche et une femme de l'âge de ma mère qui avait l'air de ne pas avoir mangé depuis jeudi. L'infirmière n'a pas posé beaucoup de questions, elle a juste pris mes signes vitaux, programmé un suivi et m'a remis un imprimé sur la nutrition prénatale avec un sourire qui ne semblait pas répéter. Pas d'assurance familiale, pas de contact d'urgence. Juste moi, un presse-papier et la promesse silencieuse que je trouverais une solution. Je ne portais pas seulement un enfant, je portais un avenir que personne d'autre ne façonnerait. Cette fois. Plus tard dans la semaine, j'ai passé des heures à la bibliothèque du centre-ville de Phoenix. Pas la partie glamour avec les cafés et les peintures murales, l'aile la plus ancienne où les ordinateurs ronronnaient encore, et chaque bureau vacillait légèrement vers la gauche. J'ai fait des recherches sur les programmes de subvention, les cadres juridiques, les structures de base des startups. Je ne savais pas ce que je faisais, pas complètement, mais je savais ce que je voulais construire, une entreprise de biotechnologie basée sur la thèse qu'Aimé avait autrefois présentée comme la sienne. Cette fois, mon nom serait sur chaque page. Camden n'a jamais plané. Il ne m'a pas proposé de réparer les choses. Il s'est juste assuré que je mangeais, m'a apporté des stylos de secours et s'est parfois assis dans un coin à lire tranquillement pendant que je travaillais. Nous n'avons pas parlé de sa famille, pas vraiment. Mais un soir, en mangeant des plats à emporter et en écoutant du jazz doux sur son téléphone, il a dit, ils ont essayé de me construire à leur image. Je préfère aider quelqu'un à construire quelque chose de réel. Ce soir-là, nous avons conclu un pacte silencieux, ne pas revenir en arrière, ne pas les appeler, ne pas espérer qu'ils reviennent. Je pense que c'est à cela que ressemble l'amour parfois. Pas de grands gestes, juste savoir quand ne pas se mettre en travers du chemin de quelqu'un et être quand même présent. J'ai déposé la LLC sous le nom de Soline Bio. C'était simple. C'était l'abréviation de Soul, comme dans, fils, et Line, comme lignée.
Seulement maintenant, la lignée commencerait avec moi. 3 jours plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai appuyé sur lecture, mon souffle déjà court, plus par réflexe que par peur. La voix de ma mère est passée, sèche et froide, si tu es encore en vie quelque part, reste loin. Zini est enceinte maintenant. Nous n'avons pas besoin de tes drames. C'était tout. Pas de salutations, pas d'au revoir. Je n'ai pas pleuré. J'ai enregistré le message vocal et je l'ai classé dans un dossier intitulé Preuve. Pas pour une utilisation légale, juste pour me le rappeler afin que, dans des années, si jamais je doutais que partir ait été la bonne décision, je puisse le rejouer une fois et me rappeler exactement ce que j'avais laissé derrière moi. Ce soir-là, j'ai signé les derniers formulaires d'inscription en ligne pour Soline Bio. Ce n'était pas une revanche, c'était une renaissance. L'encre était à peine sèche sur les papiers d'enregistrement que je me suis retrouvé sous des néons, assis entre des inconnus avec des ordinateurs portables et des cordons d'investisseurs. L'espace de coworking était moderne, tout en béton poli et en bois récupéré, rempli de l'énergie des startups, bruyant, caféiné, confiant. Je n'y appartenais pas vraiment, pas encore, mais j'y suis allé quand même. J'avais emprunté une robe bleu marine qui s'adaptait encore à mon ventre et j'avais brossé mes cheveux en chignon bas, espérant que la force tranquille derrière mes mots parlerait plus fort que la forme de mon corps. Le discours s'est bien passé, précis, clair, répété. Je m'étais entraîné devant le miroir, dans mon sommeil, dans les toilettes entre 2 accès de nausée. J'avais écrit et réécrit chaque ligne de la feuille de route du produit. Mes chiffres n'étaient pas seulement bons, ils étaient hermétiques. Mais il n'a suffi que d'une phrase pour tout aplatir. Un homme plus âgé, cheveux gris lisses, blazer sur mesure, étiquette conseillée soigneusement accrochée à son col, a incliné la tête après que j'ai fini de parler. Puis, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, il a dit, CV impressionnant, mais nous avons déjà une autre dose de fondatrice célibataire et enceinte qui essaie de prouver quelque chose. La salle n'a pas ri. Ce n'était pas nécessaire. Personne ne m'a défendu non plus. J'ai hoché la tête, une fois, trop fermement, et je suis sorti. Dehors, le soleil de l'Arizona s'était adouci en or, mais mes poumons brûlaient de l'intérieur. Je ne me suis pas laissé pleurer, pas encore. J'ai appuyé ma main sur l'endroit juste sous mes côtes, l'endroit où vivait un deuxième battement de cœur, et je me suis dit, continue à marcher. J'ai réussi à arriver jusqu'à l'arrêt de bus avant que la nausée ne l'emporte. Penché près d'une poubelle, j'ai vomi jusqu'à ce que ma gorge soit à vif. Quelqu'un derrière moi, une femme en chemisier raide et au parfum sentencieux, a claqué sa langue et a murmuré, les filles comme ça ne devraient pas procréer. Elle ne me l'a pas dit à moi. Elle n'en avait pas besoin. J'ai trouvé le café le plus proche, je me suis glissé dans les toilettes et j'ai verrouillé la cabine. Le froid du réservoir d'eau des toilettes était la seule chose solide à laquelle je pouvais m'appuyer. Je n'ai pas sangloté. C'était pire que ça, des larmes silencieuses, si immobiles que je les ai à peine remarquées jusqu'à ce que je goûte le sel. Mes mains tremblaient en cherchant dans mon portefeuille. Cachée derrière une carte que je n'utilisais jamais, se trouvait la photo que je gardais sans raison que je puisse expliquer. Grand-mère Junior et moi au mariage de Zineya. Nous étions toutes les deux en train de rire, prises au milieu d'un sourire. Je portais une robe turquoise ce jour-là, elle portait du lavande. J'ai regardé de plus près. Je regardais toujours son visage, mais cette fois, j'ai vu ma propre main dans la sienne, un moment que j'avais oublié. Sa paume glissait quelque chose dans la mienne. Une bague. Pas n'importe quelle bague. La sienne. Celle qu'elle portait lorsqu'elle a épousé grand-père. Celle dont elle m'avait dit qu'elle serait mienne un jour, parce que tu vois les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils veulent de toi. Mais à la lecture du testament, c'est Zineya qui s'est présentée en la portant, aussi suffisante que jamais. Grand-mère a dit qu'elle appartenait à la première fille qui se marierait, avait-elle annoncé, et personne ne l'avait remise en question. Personne ne m'a regardé. Je n'ai jamais rien dit. J'ai laissé le mensonge vivre parce qu'à l'époque, je pensais encore que maintenir la paix signifiait maintenir la famille. J'ai plié la photo et je l'ai remise dans mon portefeuille comme si c'était une armure. Quand je suis ressorti, le ciel était orange mauve, les lumières de la rue s'allumaient une à une. J'ai marché sans destination, laissant la ville me porter. En arrivant dans la partie la plus calme du centre-ville, j'ai trouvé un banc près d'une fontaine sèche. Je me suis assise, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit. Pas à mes parents, pas à Aimé ou Zineya.
J'ai écrit aux personnes que je n'avais pas encore rencontrées, celles qui pourraient soutenir Soline Bio. Je leur ai parlé de la science, oui, mais je leur ai aussi parlé du type de fondatrice que je devenais. Vous ne trouverez personne de plus acharné, ai-je écrit, qu'une femme qui a tout construit après qu'on lui ait dit qu'elle n'était rien. Je ne l'ai pas signé avec une flouriche. Juste mon nom, Narina Sloan. Ce soir-là, je suis rentré à la maison avec les pieds enflés et une crampe près du bas du dos, mais je ne me sentais plus petite. Je me sentais illuminée. Pas comme un feu, mais comme la braise que l'on croit éteinte jusqu'à ce qu'elle se remette à briller dans le noir. Ce matin-là, je me suis réveillé avant le soleil. Quelque chose en moi avait changé. Pas de façon spectaculaire, pas comme un moment de film avec des violons enflés, plutôt comme un durcissement tranquille, le genre qui ne font pas quand quelqu'un s'excuse tardivement ou dit « mais nous sommes une famille ». J'étais assise à la table du coin dans l'espace de travail partagé, mon ordinateur portable ouvert, le thé refroidissant à côté de moi. J'ai encore ajusté la police de mon argumentaire, non pas parce que c'était nécessaire, mais parce que je voulais qu'il soit intentionnel, délibéré. Chaque diapositive racontait 2 histoires, la science et la survivante. Lorsque j'ai ajouté la dernière ligne, fondée par Narina Sloan, PhD, en cours, parce qu'être effacé ne signifie pas que vous disparaissez, je n'ai pas hésité à cliquer sur enregistrer. Ce soir-là, la présentation virtuelle des startups a commencé. Une centaine de fondateurs pleins d'espoir dans des cases sur un écran, des dizaines de juges silencieux. Canden était assis juste en dehors de mon cadre, n'offrant pas d'aide, juste une présence stable. J'ai attendu mon tour. Lorsque mon visage a rempli la fenêtre principale et que j'ai commencé la présentation, je n'ai pas commencé par le traumatisme. J'ai commencé par les données, précises, avant-gardistes, claires. Puis j'ai expliqué le pourquoi. J'ai construit cela non pas malgré ce que j'ai perdu, mais grâce à cela. Diapositive après diapositive, j'ai exposé une vision du type de produit biotechnologique qui pourrait changer tranquillement la vie des femmes, une détection hormonale précoce à faible coût pour les cliniques mal desservies. Le chat a sonné, réaction, question. Puis, un juge s'est penché en avant. Il avait l'air à peine plus âgé que moi, costume élégant, sourire encore plus élégant. Attendez, a-t-il dit. Sloan, comme Zinneya Sloan, de la fondation du Gala de Phoenix? Ma mâchoire ne s'est pas serrée. Je n'ai pas cligné des yeux. Non, ai-je dit calmement. Je n'ai pas de sœur. Le silence a duré juste assez longtemps. Puis le chat a explosé. Ouah. A-t-elle vraiment? Zut alors. Le texto de Canden est arrivé un instant plus tard, c'était un moment de lâcher de micro. J'ai terminé l'appel 5 minutes plus tard par un hochement de tête poli et un merci. Plus tard dans la nuit, nous avons commandé des pad thai bon marché et les avons mangés directement dans les cartons sur le balcon de notre appartement commun. Les lumières de la ville scintillaient comme toujours lorsqu'on est un peu fatigué et un peu fier. Puis Canden s'est déplacé à côté de moi. Il y a quelque chose que je dois te dire, a-t-il dit. J'ai posé ma fourchette. Ma mère, elle est amie avec quelqu'un de ta famille. Ta tante, je crois. Elles sont allées à l'école ensemble, elles se parlent encore. J'ai la bouche sèche. Tante Regina. Il a hoché la tête. C'est elle qui a parlé à ma mère de « le désordre avec toi », avant que je ne sache quoi que ce soit. Et tu n'as pas pensé à le mentionner? Je ne voulais pas te perdre. C'était une réponse stupide, honnête peut-être, mais quand même stupide. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis juste levé, j'ai pris une inspiration et j'ai dit « pas de mensonge. Pas d'alliance avec les fantômes de mon passé. Si j'avance, c'est proprement. » Il ne s'est pas défendu. Il a juste hoché la tête, a sorti son téléphone et, un par un, a supprimé tous les contacts liés à cette partie de son monde. Je l'ai regardé faire. Puis je me suis rassis. L'après-midi suivant, ma boîte de réception a sonné. Objet, financement initial, Soline Bio. Ce n'était pas 1 million. C'était 25 000 $. Mais c'était de quelqu'un qui avait regardé le discours et avait écrit « Votre conviction est inoubliable ». Je parierais sur ce genre de clarté. J'ai regardé l'email jusqu'à ce qu'il soit flou, non pas à cause des larmes, mais juste de l'incrédulité. Puis j'ai imprimé le chèque, je suis monté sur le toit de l'espace de coworking et j'ai laissé le vent sec de Phoenix me gifler les joues pour me réveiller. En bas, brillant sur le côté d'un immeuble, un panneau d'affichage clignotait,
le visage de Zineya souriait à côté d'un slogan sur l'autonomisation des femmes et l'avenir des organisations caritatives. C'était un mensonge, juste une autre image qu'elle portait mieux que la vérité. J'ai plié le chèque en deux, je l'ai glissé dans la poche de mon blazer et j'ai murmuré, « Tu ne peux pas effacer ce que j'ai construit juste parce que tu as crié plus fort en premier. » Au moment où mon entreprise a eu un nom, je n'avais plus besoin du leur. Phoenix Biotech n'était pas tape à accent grave. Phoenix Biotech n'était pas tape à accent grave l'œil. Ce n'était pas le genre de nom dont on se vantait lors d'un gala. Mais c'était le mien. Chaque partie avait été construite sur un terrain que j'avais gratté de mes propres mains. Et ce matin-là, j'ai zippé mon blazer par-dessus mon ventre grandissant et je suis sorti dans la matinée ensoleillée, non pas en tant que fille de quelqu'un, ni en tant que sœur de quelqu'un, mais en tant que fondatrice. La conférence régionale sur les innovations médicales se tenait dans un hôtel chic du centre-ville, le genre d'endroit avec des sols en marbre et des triples lattes qui coûtent plus cher qu'un déjeuner. Camden s'est garé à quelques pâtés de maison pour que je puisse entrer seul. Il ne s'agissait pas de faire de l'esbrouf, mais de récupérer l'espace dont mon nom avait été effacé. Mais rien ne m'a préparé à ce que j'ai vu. Juste devant la salle de conférence principale se dressait une bannière de 3 mètres de haut, imprimée sur soie et parfaitement éclairée, qui disait « Les femmes à la pointe de l'avenir de la santé », sponsorisée par la fondation Zineya Sloan. Et juste là, au centre, se trouvait le visage de Zineya, la tête légèrement inclinée, les yeux modestes, les bras croisés comme si elle savait exactement comment poser pour la postérité. En dessous, des citations. Des mots tirés mot pour mot du résumé de ma thèse. Pas d'attribution. Pas de note de bas de page. Aucune mention de Phoenix Biotech. Je suis resté immobile assez longtemps pour que quelqu'un me frôle et murmure « Vous allez bien ?» Je n'allais pas bien. Mais j'ai hoché la tête. L'animateur a appelé le nom suivant au micro, le mien. Je suis passé devant cette bannière sans la toucher, sans regarder en arrière. À l'intérieur, le panel était soigneusement disposé sur la scène. Zineya était absente, bien sûr. Elle ne prêtait que son visage, jamais sa présence, à moins qu'il n'y ait des applaudissements en attente. Alors que je montais au pupitre, la salle se tut. J'ai cliqué sur la télécommande. Diapositive 1, graphique de données, réponse hormonale cartographiée sur les trimestres. Diapositive 2, taux de réponse des patients mal desservis dans les cliniques rurales. Diapositive 3, une photo, mes mains berçant mon ventre, un post-it sur le miroir qui disait « Vous n'êtes pas invisible. Ils ne peuvent tout simplement pas encore voir ce que vous construisez. » J'ai pris une inspiration, puis j'ai parlé. Je n'ai pas été invité à ce panel, ai-je dit d'une voix ferme, mais j'ai construit la science que vous financez. Non pas avec une dynastie, non pas avec une agence de relations publiques, mais avec un corps que personne ne croyait capable de diriger et une voix qu'ils ont essayé de noyer dans la honte familiale. Personne n'a bougé. J'ai terminé par la dernière diapositive, un fil de discussion par courriel horodaté montrant la première ébauche de ma thèse, des années avant la création de la fondation. Puis je suis descendu. Camden m'a rejoint au pied de la scène, téléphone à la main. Il avait enregistré, déjà en train de télécharger, déjà sous-titré, la bonne jumelle l'a construit. Le tag a pris comme un feu de broussailles sèches. Ma boîte de réception a commencé à se remplir avant même que j'atteigne le parking. Nous sommes arrivés à la voiture juste au moment où le soleil descendait bas, ce genre d'or qui donne l'impression que tout est chaud, même quand l'estomac se retourne, jusqu'à ce que je voie le pare-brise. De la peinture en aérosol, en rouge, traîtresse. Déchets. Maman. Honte à la famille. Je suis resté là, non pas stupéfaite, juste immobile. Camden s'est précipité, jurant dans sa barbe, mais j'ai marché calmement vers le côté conducteur. Là, sous l'essuie-glace, se trouvait une enveloppe avec mon nom en cursive parfaite. À l'intérieur, une lettre de mise en demeure m'accusant de diffamation, exigeant le retrait de tous les messages, menaçant de poursuivre en justice. En bas, la signature de Zineya. Le visage de Camden s'est empourpré de fureur. « Tu veux que j'appelle la police ?» Je n'ai pas répondu. J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti un dossier, plus épais que le sien, plus lourd. À l'intérieur, des captures d'écran de fichiers de recherche horodatés, des fils de discussion par courriel avec des conseillers, des reçus de subventions, des déclarations d'assistants de laboratoire, des copies d'anciens journaux de mentorat. Tous avec son nom faussement attaché à mon travail. J'ai fermé le dossier lentement, le rangeant sous mon bras. « Laisse-la essayer », ai-je dit. « Laisse-la frapper la première.
Je me suis tourné vers Kanden et j'ai souri, doucement mais fermement, parce que cette fois, c'est moi qui ai apporté le feu. La plainte était déjà rédigée. Je n'avais tout simplement pas encore appuyé sur envoyer. Et une fois que je l'ai fait, tout s'est déroulé plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Le silence entre ma famille et moi est devenu des documents juridiques. La douleur dans ma poitrine est devenue une preuve. Les nuits blanches, des dépositions. Je suis arrivé tôt ce matin-là au palais de justice de Phoenix. L'air était sec, le ciel clair d'une manière qui rendait tout plus net. Je portais le blazer bleu marine dont ma mère disait autrefois qu'il me donnait l'air trop masculin pour une fille. J'ai souri en le boutonnant ce matin-là. Elle avait raison. Ce n'était pas féminin. C'était formidable. À l'intérieur de la salle d'audience, les lumières bourdonnaient, les bancs se remplissaient de murmures discrets et du grincement des bloc-notes juridiques qui s'ouvraient. Kanden était assis 2 rangs derrière moi, sans cravate, juste une présence. C'était suffisant. Mon avocate, une femme nommée Renée qui avait la fureur calme de quelqu'un qui s'était frayé un chemin à travers des décennies de salles de réunion, s'est penchée et a dit « Vous êtes prête à laisser respirer tout ça ?» J'ai hoché la tête une fois. Puis la première bombe est tombée. « Votre honneur, » a commencé Renée, « nous ne présentons pas seulement un vol de propriété intellectuelle. Nous avons le témoignage d'un ancien agent de subvention des NIH confirmant que Zineia Sloan a utilisé des recherches exclusives rédigées par Narina Sloan pour obtenir à la fois un financement fédéral et le statut d'organisme sans but lucratif. » On pouvait entendre l'air quitter la pièce. La juge, une femme au regard perçant et aux cheveux serrés, n'a pas cligné des yeux. Continuez. Et juste à ce moment-là, les portes se sont ouvertes. Zineia est entrée, vêtue d'une robe fourre aux crème et de lunettes de soleil qui ne correspondaient pas aux lumières fluorescentes. Ses talons claquaient lentement, comme si elle était encore sur une scène. Lorsque ses yeux ont rencontré la silhouette assise de Kanden derrière moi, sa mâchoire s'est crispée. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il me soutienne. C'était son erreur. L'équipe juridique de Zineia, tout en poli et en civilité performative, a tenté son approche. Il s'agit d'un tragique malentendu familial, a déclaré l'un d'eux. Deuil, rivalité fraternelle, confusion sur les frontières académiques. Je me suis levé. La salle d'audience s'est à nouveau tue. Je voudrais soumettre des preuves supplémentaires, ai-je dit, ma voix n'a pas tremblé. Je me suis approché du banc, j'ai sorti une petite clé USB de mon sac à main et je l'ai remise au greffier. Fichier audio, ai-je expliqué. Conversation enregistrée à l'extérieur de mon ancienne chambre. Je ne savais pas qu'elles étaient dites assez fort pour être captées, mais elles l'étaient. La juge a haussé un sourcil. Et que contiennent ces enregistrements, mademoiselle Sloan? Ma mère, ma sœur, ma tante, toutes discutant de la façon de me couper les vivres parce que j'étais trop têtu pour être contrôlé au point. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais pas besoin. J'ai vu cela se propager dans la salle, le malaise, le choc. Et dans un éclair étrange et silencieux, mon esprit m'a ramené en arrière. Une moi plus jeune, assise en tailleur sur le lit de mon enfance, le son des rires dans le couloir. Je me souviens m'être figé, entendant ma mère dire « Elle n'est pas intelligente, elle est juste difficile, comme son père. » Cette nuit-là, je m'étais recroquevillé dans la plus petite forme possible. Mais ici, dans cette salle, je me tenais droite. La juge a pris une longue inspiration et a fait un signe de tête à l'huissier. Nous allons suspendre l'audience pour examiner les enregistrements soumis. En attendant, j'accorde une injonction temporaire. Mademoiselle Zineia Sloan n'est pas autorisée à représenter ou à tirer profit financièrement de tout matériel lié à Phoenix Biotech, à ses filiales ou à tout travail dérivé lié à la recherche universitaire de la plaignante. Voilà. Pas d'applaudissements, pas d'acclamations. Juste le silence. Ce qui, au tribunal, est aussi fort que la justice. Alors que la foule sortait, Zineia cherchait quelqu'un, n'importe qui, pour sortir avec elle. Nos parents étaient assis de l'autre côté de la salle. Mon père regardait ses mains jointes. Ma mère fixait le vide devant elle. Ils n'ont pas bougé. Zineia se tenait là, seule, dans une mer de chuchotements et de flashs d'appareils photo. Les journalistes se sont précipités vers moi alors que je sortais au soleil. Micro, objectif, question. Une voix s'est fait entendre, forte et claire, « Mademoiselle Sloan, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à votre famille ?» J'ai fait une pause, juste assez longtemps pour que le silence se répande à nouveau. Puis j'ai dit « Non. »
Je l'ai déjà fait, au tribunal. Je ne suis pas rentré à la maison pour fêter ça. Je suis retourné au laboratoire. Avec mes enfants endormis à côté de moi, l'espace sentait légèrement l'éthanol et le papier frais. Les lumières du plafond étaient tamisées, à l'exception de la lampe de bureau près de la station de culture. Léo et Léora étaient allongés, enroulés dans des couvertures assorties que je gardais sous mon banc, leur douce respiration s'élevant en rythme. Un petit pied s'était échappé, pendant au bord d'un coussin. Je l'ai doucement repoussé sous la couette et j'ai embrassé le sommet de la tête de Léora. Leur présence manquerait plus que n'importe quelle décision de justice ne pourrait jamais le faire. Mon téléphone a vibré doucement sur le comptoir. Un nom que je n'avais pas vu depuis des années a clignoté sur l'écran, papa. J'ai hésité, puis j'ai ouvert l'email. Objet, aucun. J'espère que tu es fier. Zineya est partie. Nous sommes seuls maintenant. Pas d'excuses. Pas d'explication. Juste cette ligne, comme une pierre jetée dans un puits sans jamais attendre le bruit de l'eau. J'ai verrouillé l'écran et je me suis détourné. Au lieu de répondre, j'ai pris la pipette et j'ai enfilé une nouvelle paire de gants. Il y avait un composé qui attendait, que je perfectionnais depuis des mois, un dérivé synthétique de protéines que je recherchais pour le cancer des ovaires. Ma mère n'a jamais eu la chance de se battre longtemps, le diagnostic était arrivé trop tard, et le silence entre nous a fait tourner l'horloge plus vite qu'elle ne le faisait déjà. Alors maintenant, je travaillais en son nom, non pas pour honorer ce qu'elle était, mais ce qu'elle n'a jamais pu être. Au moment où la dernière goutte avait glissé dans le test, l'aube se glissait à travers les étroites fenêtres du laboratoire. J'ai regardé mes enfants une fois de plus, toujours profondément endormis, et j'ai murmuré, nous allons bien maintenant. Tous les trois. Le soleil réchauffait la terre sous mes ongles pendant que je creusais. Canden était à l'arrière-plan, en train d'installer une petite balançoire en bois à la poutre de la pergola. Les jumeaux ont patiemment recouvert de terre les jeunes arbres d'agrumes, un oranger, un citronnier. Maman, c'est l'arbre de Léo, a dit Léora en s'essuyant le front comme une petite fermière. Léo a hoché la tête sérieusement, comme si les racines elles-mêmes dépendaient de son approbation. Ce n'était qu'une étroite bande de terre derrière la maison, encadrée par du stuc blanc et des briques décolorées par le soleil, mais c'était la nôtre. Ce matin-là, j'ai senti mes poumons se détendre d'une manière qu'ils n'avaient pas fait depuis des années. La sonnette a retenti. Un colis se trouvait sur le perron, un emballage marron ordinaire, sans adresse de retour. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur, protégé par du carton épais, se trouvait une seule photographie. Mes doigts se sont figés. C'était la photo, celle de mon enfance, celle où j'avais été coupé il y a des années, il ne restait qu'un coin de mon bras. Mais cette fois, j'étais là, souriant maladroitement, décentré, dans cette robe bleue cousue à la main que grand-mère Junior avait confectionnée. Je l'ai retournée. Écrit à la plume soignée, c'est la version qui compte. Tu vois? Canden s'est approché de moi en s'essuyant les mains de la sueur. Je l'ai trouvé dans un de ses vieux albums photos, a-t-il dit doucement. Le tirage original, avant les modifications. J'ai hoché la tête. Je n'avais pas besoin de dire merci. Il le savait déjà. Plus tard, après que les enfants se soient endormis pour leur sieste de l'après-midi, nous nous sommes assis sous la pergola avec de la limonade et du silence, le genre de silence qui ne vient que lorsque plus personne n'attend de réponse. Canden m'a regardé et m'a demandé, « Tu vas bien maintenant ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé le petit bosquet que nous avions commencé, la façon dont la balançoire grinçait légèrement dans la brise, la petite chaussure que Léora avait laissée près de la jardinière. Puis j'ai regardé mes mains, plus fortes qu'avant, marquées par le travail, encore légèrement tachées par le laboratoire. Finalement, j'ai dit, je ne vais pas juste bien. Je suis exactement qui je devais être. Canden a tendu la main vers la mienne, mais ne l'a pas serrée fort, il a juste posé ses doigts sur les miens comme un accord silencieux. Les jumeaux ont franchi la porte quelques minutes plus tard, poursuivant un papillon, leur rire s'élevant comme une chanson. Je me suis assise et je les ai regardés, une respiration complète dans ma poitrine, et j'ai pensé, ils m'ont effacé une fois. Mais je ne me suis pas battu pour qu'on se souvienne de moi. J'ai construit quelque chose de trop réel pour être ignoré.